Cécile Andrzejewski, bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Vous êtes journaliste au consortium Forbidden Stories. On vient de regarder le reportage dans votre enquête, Story Killers. Vous parlez de cas très précis concernant l'Afrique. Lesquels ? Ouais, effectivement. En fait, on a commencé, nous, cette enquête à la suite de l'assassinat de la journaliste indienne Gauri Lankesh, puisque Forbidden Stories, la mission, c'est de poursuivre le travail de journalistes assassinés pour leur travail. Et donc, elle travaillait sur les fabriques à mensonges, sur la désinformation. Et donc, on a poursuivi ce travail-là en se disant, on va enquêter sur le business de la désinformation. Et quand on a commencé notre enquête, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas en Afrique. Donc, on a pu voir des histoires au Kenya, au Burkina Faso, au Sénégal, au Nigeria. Enfin, vraiment, il y a un vrai... il y a vraiment... L'Afrique est vraiment un continent sur lequel ces entreprises prennent pour un terrain de jeu, en fait, clairement. En quelques mots, avant de passer aux exemples concrets, quelles sont les méthodes utilisées pour faire de la désinformation et quel type de désinformation est-ce que ces entreprises font ? Alors, les méthodes vont... Il y a quand même une palette assez large de méthodes. Donc, il y a des trucs, il y a des choses qui ressemblent un peu à voilà, de l'espionnage, du hacking de téléphone qui vont permettre d'obtenir des informations de la part d'un camp adverse, etc. Il y a des campagnes en ligne qui sont menées, comme on le voit avec ce réseau, par exemple Ames, ou avec d'autres avatars qui ont pu être créés par d'autres entreprises, où les avatars, donc des faux profils de fausses personnes qui n'existent pas. Faux profils sur les réseaux sociaux. Ouais, se font passer pour parfois des journalistes d'investigation, travaillant en Afrique, qui ont des blogs, qui racontent des choses, sauf que ces personnes n'existent pas. Elles ont été créées par des entreprises pour promouvoir tel ou tel discours. Donc ça va. Et puis après, voilà, on lance des informations. C'est comme ça qu'on propage aussi des récits et qu'on s'attaque en fait à la démocratie et qu'on met l'opinion en danger en fait. Alors justement, concernant la démocratie, vous parlez d'élections présidentielles sous influence. Vous abordez le cas par exemple de l'élection au Nigeria, au moment quand Goodluck Jonathan et le président Buhari étaient candidats. Vous parlez également du Kenya, dernière élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, alors en fait, on s'est rendu compte pendant les rendez-vous, donc où les journalistes étaient sous couverture face à cette officine qui s'appelle la Team Roré, ils leur ont montré en fait en leur disant regardez là, on est en live dans le compte Telegram et dans le compte Gmail de gens et vous pouvez googler leur nom et vous allez voir qui c'est. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ils étaient dans le Telegram, dans les Gmail, de très très proches de William Ruto à l'époque. En fait, un des candidats à l'élection présidentielle. Exactement, il était candidat à l'élection présidentielle et c'était en pleine campagne, c'était vraiment à l'été, là cet été 2022. Et donc pendant la campagne, à plusieurs reprises, pendant de rendez-vous différents, ils nous ont montré l'intérieur des comptes Telegram de ces gens qui en fait c'était notamment Denis Itumbi et David Chirchir qui étaient vraiment les gens qui organisaient sa campagne. Donc en fait, ils avaient accès à des informations extrêmement confidentielles, parce que bien sûr, c'est des informations qui sont très très précieuses pour qui veut les utiliser. Et donc voilà, donc ça, cet exemple kényan est quand même très très fort parce qu'on se rend compte de l'impact en fait que ça peut avoir, puisqu'ensuite, à la suite de ça, et David Chirchir et Denis Itumbi ont été accusés par un lanceur d'alerte d'avoir eux-mêmes voulu manipuler l'élection. La Cour suprême a rejeté ce dossier en expliquant que les preuves avaient été falsifiées, mais donc on voit quand même que la manipulation, on ne sait pas si c'est Team Roré qui est derrière ça, mais on voit que les manipulations peuvent aller très très loin. Il y a une autre enquête sur le comité international de la Croix-Rouge. Comment est-ce qu'il a été la cible de désinformation au Burkina Faso, puisque le CICR a été accusé d'être le parrain involontaire, je cite les termes employés, du terrorisme dans ce pays. Oui, effectivement. Donc là, c'est pendant un rendez-vous avec une entreprise qui s'appelle Percepto International et qui montre donc à ses faux clients une diapositive de type de campagne qu'ils peuvent faire. Et donc, ils nous montrent une diapositive qui s'appelle « Limiter l'intervention d'une ONG éminente ». Ils écrivent, alors sur leur diapositive, c'est écrit que le client est le gouvernement. C'est ce qu'eux avancent en tout cas. La diapositive est estampillée de leur logo et ils nous expliquent, notre client en avait assez d'une ONG qui n'était pas objective, donc il fallait la mettre hors jeu. Et voilà comment on a fait. Et donc nous, évidemment, dans ces diapositives-là, tout est flouté, mais on a retrouvé, vous la voyez à l'image, tout est flouté. On a retrouvé, en fait, on a remonté le fil de cette campagne et on se rend compte qu'effectivement, en août 2020, il y a cette tribune qui est parue sur Valeurs Actuelles où on accuse la Croix-Rouge d'être parrain involontaire. Médias français. Exactement.
et en fait, c'est ce qu'ils disent. C'est exactement ce que dit Roy Berstein, le PDG de cette entreprise, quand il présente à ses faux clients. Il dit, on s'est dit que si on publiait d'abord dans des médias français, ça aurait une légitimité et ce serait repris derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc la Croix-Rouge se retrouve à l'été 2020 au centre de cette polémique, accusée d'être parrain volontaire, effectivement, je cite aussi, du terrorisme. Et eux, ils ont eu peur pour leurs équipes, en fait, sur place. Ont eu peur aussi pour l'image de la Croix-Rouge sur place, parce que c'est sûr que... si on dit à la population que la Croix-Rouge a des liens avec des terroristes, etc., forcément, les gens ne sont pas contents, c'est normal. Alors que tout le monde connaît la position de la Croix-Rouge, ils sont neutres, ils interviennent partout où ils peuvent pour apporter de l'aide humanitaire. Et donc, à la suite de ça, il y avait une tournée qui était prévue du CICR dans la région, et Peter Maurer a dû redonner des explications un mois et demi après, en fait. Ces entreprises de désinformation, de manipulation dont vous parlez, quelles peuvent être les conséquences en termes de souveraineté des États, mais également les conséquences sur les sociétés civiles des pays concernés? Les conséquences sont extrêmement graves, en fait, quand on le voit là, sur l'exemple kényan dont on parlait, ou auparavant au Nigeria en 2015. On essaie d'influencer une campagne présidentielle. C'est quand même pas rien. On essaye c'est des entreprises dont le business consiste à manipuler l'opinion. Pardonnez-moi, ça veut dire que des États étrangers ou des entreprises ou des multinationales peuvent, en fonction de leurs intérêts, déstabiliser un pays grâce à ces entreprises d'influence? Des États, en l'occurrence, on n'a pas enquêté sur les États. On a vraiment travaillé sur les entreprises. Mais effectivement, là, on voit que des entreprises ont travaillé, en tout cas, à trouver des informations compromettantes sur M. Buhari, par exemple, à l'époque au Nigeria. Les entreprises ont infiltré les messageries privées de proches du futur président Ruto. Donc, c'est quand même des entreprises qui vont vouloir jouer, en tout cas, vouloir influencer l'opinion pour des élections. Et sur la société civile, c'est très grave, en fait. Les conséquences sont graves parce que quand ces choses-là sont publiées après dans les médias, quand elles sont amplifiées par ces mêmes entreprises sur les réseaux sociaux, évidemment on a tendance à y croire. Et donc, c'est une manipulation de l'opinion qui est extrêmement grave, qui peut avoir des conséquences très, très graves. En quelques mots, est-ce que vous diriez que le continent africain est plus vulnérable que d'autres à ce type d'entreprise? Alors nous, ce qu'on a pu constater, les campagnes AIMS notamment, elles touchent à peu près tous les continents. Il y en a en Amérique latine, il y en a en Europe, en Afrique. Donc vraiment, je pense que pour les entreprises qui sont dans ce business du chaos, comme l'ont très justement dit mes confrères d'Arets, c'est vraiment business is business. Si quelqu'un leur demande de travailler au Kenya, ils le font. Si quelqu'un leur demande de travailler au Panama, ils le font. C'est vraiment, ils vont là où on fait appel à leurs services. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Il y a toute une série d'élections présidentielles prévues cette année en Afrique. Est-ce que d'autres pays, selon vos informations, sont actuellement le terrain d'entreprises de désinformation? Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. L'information la plus récente qu'on avait, c'est sur le Kenya, donc ce qu'on a publié là, et c'était aux élections cet été. Mais pour le moment, non, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais en revanche, il faut que les citoyens et les citoyennes soient extrêmement attentifs en fait à ça, aux informations qu'on essaie de leur faire passer, aux discours qu'on essaie de leur faire passer, et que les sociétés s'emparent en fait de ce sujet-là pour se préparer et être apprendre à décrypter ce genre de choses. Et puis que les politiques se saisissent du sujet pour empêcher ce type d'action de la part des entreprises. Merci à vous, Cécile Andrzejewski, journaliste au consortium Forbidden Story. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal.